Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez connu la télévision en noir et blanc et vécu ensuite des moments hauts en couleur. Parmi elles, des opérations spéciales qui ont permis aux militaires que vous êtes de prendre du galon. Bonjour Jean-Claude Narcy. Bonjour Jacques. Alors, on vous retrouve aujourd'hui en ce 5 juin, parce que demain, c'est le 6 juin, une opération traditionnelle et les 80 ans du jour J, ça se raconte, et vous connaissez bien le sujet, donc on va l'évoquer, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer aussi votre parcours à travers des dates clés. Et un parcours, je crois que ça fait 70 ans que vous faites de la télé à peu près, même si vous ne les faites pas. Mon premier journal télévisé à 20h, c'était en 1960. Eh bien, moi, j'ai trouvé une autre date importante dans votre vie. C'est le 4 mai 1964. C'est votre première télé en France, une émission sur l'architecture moderne. Exact. Avec Michel Ragon. Avec Michel Ragon et des spécialistes. Et on dit simplement Jean-Claude Narcy. Animé par Jacques Legris. Exactement. Et là, vous êtes très sérieux. Qu'est-ce que vous faites dans une émission sur l'architecture ? Oui, parce que à l'époque, je m'intéressais à l'architecture. Je travaillais à France Inter. Et parmi les jobs qu'on me confiait, il y avait l'architecture. Et c'est une époque où se construisait le Parc des Princes, se construisait beaucoup d'immeubles dans Paris, la Tour Montparnasse et tout ça. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Et Jacques m'a dit, si ça t'intéresse, viens travailler avec moi sur cette émission. Donc, c'était mon retour à la télévision. Parce qu'entre-temps, j'étais passé par la radio en rentrant d'Algérie. Exactement, on va le raconter. Alors, vous avez fait 2 ans à France Inter, et ensuite direction Rennes pour présenter les journaux régionaux. J'ai fait d'abord Le Mans, et puis Rennes, et puis Paris. Ça veut dire 3 stations régionales. Et comment vous êtes arrivé dans les stations régionales ? C'est simple, il n'y avait plus de place à Paris. C'est qu'à l'époque où moi j'ai fait de la télévision à Paris, vous venez d'évoquer avec Jacques Legris, j'étais à la radio, et quand vous aviez un problème à la radio avec votre patron, avec l'équipe, et qu'on n'avait plus envie de vous, on vous mutait disciplinairement à la télévision. Enfin, c'est incroyable, quoi. Aujourd'hui, ça fait hurler de rire. Tout le monde fait de la télé et de la radio en même temps. À l'époque, la radio était bien au-dessus de la télévision. Oui, c'est-à-dire quand Pierre Sabag a créé le journal télévisé, il a voulu prendre des journalistes de radio, personne ne voulait venir avec lui. Mais non, il fallait traverser la Seine. C'était compliqué. Et je vous dis, quand qu'un journaliste était en délicatesse avec sa rédaction, on l'envoyait en punition de l'autre côté. Alors, il se trouve que aussi la télévision régionale, c'est très formateur. On se réveille pas tous les matins avec des sondages à voir. On regardait pas les sondages à l'époque. C'est vraiment relax à l'époque. Relax, le mot, je crois pas que ce soit on fait pas un métier relax. Mais même à Rennes ou non, c'était pas relax du tout, c'était très rigoureux. Non. Je n'ai jamais connu un moment de relax depuis que je fais ce métier. Voilà. Mais que ce soit en province ou à Paris. Oui, mais même vous faites partie des journalistes qui justement prenaient à cœur tout ce que vous faisiez. Oui, tout à fait. C'était pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas. Vous savez, il y a des gens qui sont doués pour la communication, qui sont doués pour communiquer avec les autres, donc, et qui ont fait des études et tout. Mais quand vous arrivez comme moi, je sortais du conservatoire d'Oran, devenir journaliste, c'était plus compliqué. Pour moi, j'étais pas passé par les écoles. Aujourd'hui, les jeunes gens sont plus sur d'eux et dominateurs, comme dirait l'autre. Alors que moi, à mon époque, il fallait travailler tous les jours. Et travailler dans des conditions particulièrement difficiles, surtout lorsque l'OAS s'en mêle. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots. Vous connaissez cette histoire. Voilà, c'est une histoire incroyable. Vous êtes au journal télévisé à Alger, et puis on ne voit plus votre image. Alors, c'est pas n'importe quel journal, ça devait être le 2e ou le 3e. Oui. C'est-à-dire que j'étais avec mes petits papiers pour présenter le journal. Face à moi, des caméras énormes qui font 10 fois la taille de celle-ci, celle qui est à côté de moi, là. Et je dis bonjour madame, monsieur, on disait mademoiselle aussi à l'époque, et je commence à débiter les premières nouvelles. Les premières nouvelles, à l'époque, elles n'étaient pas drôles, puisqu'on donnait le nombre de morts du côté français, le nombre de morts du côté Felaya. Et je donnais le nombre de morts, et je vois les techniciens dans le studio écrouler de rire. Je me dis, il se passe quelque chose, quoi. Et au bout d'un moment, l'un de ces caméramans me dit, c'est même pas la peine de continuer, personne ne t'entend. Je pensais à un gag, je pensais qu'il m'avait mis dans une situation de répétition et que je n'étais pas en direct. En réalité, oui. En réalité, l'OAS avait installé dans le port d'Alger un bateau
sur lequel il prenait tous les fils de la télévision. Et donc, on avait l'image, mais eux avaient le son. Donc, nous, à l'image, on me voyait, moi, je veux dire, bon, allez, comme un poisson rouge sur l'écran. Et on ne m'entendait pas. En même temps, on entendait le disque que passait l'OAS, qui était une chanson de Richard Anthony, célèbre à l'époque, qui disait « Tu parles trop, j'entends du ciel au matin, les mêmes mots, les mêmes refrains ». Moi, j'appartenais à ce qu'il est convenu d'appeler à l'époque la télévision de France, c'est-à-dire la télévision du général de Gaulle. Donc, ils se sont amusés à faire ça. Et quand je suis rentré chez moi le soir, évidemment, ça fait marrer de tout le monde. Hein. Alors, il se trouve que quand il a enregistré cette chanson, Tu parles trop, Richard Anthony, oui. Il y avait Paul McCartney qui était à côté, qui lui propose une chanson. Et Richard Anthony dit non, je prends pas cette chanson, mais prends-la parce que c'est un hommage à ta femme Michel. Et finalement, ce sont les Beatles qui ont enregistré Michel de Richard Anthony. C'est très drôle. Alors, il se trouve que vous avez grandi dans un climat beaucoup plus calme, un quartier qui porte le nom de l'inventeur de la bande Velpeau, le quartier Velpeau, à Tours, avec une vie de famille qui n'avait rien à voir avec le journalisme. Absolument pas. Non. Je m'ennuyais mortellement d'ailleurs à Tours. Vous savez, en province, il y a toujours le syndrome de monter à Paris, le syndrome de Rastignac. Et donc, quand vous vous ennuyez dans une petite ville de province, qui est formidable d'ailleurs, j'y retourne avec bonheur, mais à l'époque, c'était pas assez grand pour moi. Alors, vous faites l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air. Oui, à Saintes. À Saintes, à Rochefort ensuite. Et vous partez, vous engagez en Algérie. C'est-à-dire que comme je m'ennuyais dans ma petite famille, j'ai choisi une plus grande famille. J'ai choisi de m'engager dans l'armée. Et dans mon contrat, évidemment, il était stipulé que je pouvais partir au front. Et du coup, je suis parti en Algérie 5 ans après. Oui, mais comme soldat au départ. Comme soldat, bien sûr. Pas pour faire de la télévision. Ah non, j'ai passé 8 ans dans l'armée quand même. Voilà. Mais la télévision, c'est arrivé comment ? Mais c'est très simple. D'abord, j'avais commis quelques papiers pendant l'armée dans un journal qui s'appelait L'Écho d'Oran. C'était des articles sur les artistes qui passaient à Oran, tout ça. Bon, je m'amusais beaucoup. Et puis, j'ai fait le conservatoire de chant, le conservatoire d'art dramatique. Et à Oran, j'ai eu un premier prix d'art lyrique. Et donc, je reçois un coup de fil un jour au quartier militaire. Mon adjudant me dit, vous avez un journaliste de télé là qui vous appelle, il s'appelle Jean-Pierre Elkabbach. Bon, d'accord, moi, je ne connaissais pas du tout. Et il voudrait vous parler, il voudrait vous demander de venir à la télévision demain soir. Alors, allez discuter avec lui. Donc, je discute avec Elkabbach. Il m'invite au journal télévisé et il me demande de chanter, évidemment, ce qui m'avait apporté ce prix. Et c'était assez drôle, d'ailleurs, pour un journaliste où ça vous amusez, c'était l'ère de la calomnie. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et ça a marché, et ensuite, vous avez été engagé ? Mais c'est-à-dire qu'à la sortie de ça, j'ai sympathisé avec les journalistes de la rédaction, j'avais pas de boulot, moi, je quittais l'armée, là, 15 jours après. Donc, j'allais chanter sur les plages, j'allais faire la manche, quoi, en fait. Ouais. Et un jour, ces gars-là m'ont dit, mais t'es journaliste, puisque t'as écrit parce qu'à l'époque, on considérait qu'on était journaliste quand on avait écrit des papiers. Aujourd'hui, on considère comme journaliste quelqu'un qui a une carte de presse, qui n'est pas la même chose. Bon. Et donc, résultat, vous êtes engagé. Et de l'armée, je crois que le meilleur souvenir que vous conservez, c'est votre rencontre avec le premier chasseur de France, Pierre Clostermann. Oh, ouais. Bah, c'est lui à qui je dois ma vocation de militaire, hein. Il faut savoir que c'est un des as de la Seconde Guerre mondiale, Clostermann. Ah bah oui, Clostermann, 33 victoires aériennes. C'était un dieu pour la jeunesse. On lisait tous Le Grand Cirque. Je lis Le Grand Cirque, je dis à mes parents, moi je veux être pilote. J'ai jamais été pilote. Hein. Et donc je m'engage dans l'armée de l'air. Et quand j'arrive à Oran, sur la base d'Oran, je rentre avec mon pactage pour aller choisir un lit de camp. Et je sors du bâtiment. Et je vois apparaître Clostermann. C'était donc en 67. Je me dis, c'est pas possible, c'est un gag, quoi. J'ose pas aller vers lui. Pour moi, c'était Dieu. Puis au bout d'un moment, je me prends du culot et je vais le voir. Et je lui dis, vous savez, c'est grâce à vous que je suis ici, que je suis à l'armée et que je suis venu faire la guerre d'Algérie. Et il commence à discuter avec moi. Et au bout d'un moment,
il me dit, moi, c'est pas une belle journée pour moi parce que je sors de voir le médecin militaire qui m'interdit de voler sur les avions de chasse. Alors que lui, c'était un chasseur de première. Et il m'a mis sur Broussard. Un Broussard, c'est un petit avion qui faisait toutes les petites bases en Algérie qui allaient porter le courrier. Il est devenu facteur. Donc il était très contrarié. Ouais, il était facteur et homme de lettres en même temps, oui, vu ses succès littéraires. Et c'est vrai que ce genre de personnage, ça vous a marqué. Il avait une autre spécialité. Il a écrit des livres sur la pêche au gros, qui était son autre passion. Ça, je les ai jamais lus. Voilà. Mais vous aussi, vous avez pêché à votre façon en travaillant énormément. Beaucoup pêché, je le regrette. En travaillant énormément. Et il y a quand même des résultats. Et on va évoquer une date importante dans votre vie, le 3 janvier 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Narcy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Narcy. Nous parlerons tout à l'heure du D-Day, c'est-à-dire les 80 ans du débarquement de 1944. On en revient à votre carrière, on a évoqué vos débuts de journaliste à Alger. Et puis le 3 janvier 2002, ce soir-là, au journal télévisé, vous faites un record d'audience en annonçant cette mini-série. Je ferai pas attention, c'est un peu en désordre. Je vais te laisser le temps de ranger un peu. Fabio Montal. Fabio Montal a un grand souvenir Alain parce que Delon. Voilà, il y a 10 millions de spectateurs et il a fallu convaincre Alain Delon de venir au journal télévisé. Ben, nous connaissions. Il m'avait fait plus ou moins faire quelques apparitions dans un ou deux de ses films où je devais dire un mot, quoi. Bon. Et on était assez copains. Et je l'appelle la veille en lui disant, écoute, il y a la série qui passe après mon journal. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse le lien, que tu viennes, que tu me racontes pourquoi c'était la première fois qu'il passait à la télévision. Enfin, qu'il faisait de la télévision. Et donc, c'était une série policière assez formidable, qui a bien marché d'ailleurs. Et il me dit, oh bah tu crois, oui, bon. Enfin, il prend son avion, il habitait à Genève, il vient me rejoindre à Paris, et on fait effectivement cette interview. Et entre le journal télévisé, parce que souvent, entre le journal télévisé et le film ou la série, il y a une coupure, bien entendu, de pub, et quelquefois on perd des téléspectateurs. On a fait exactement le même nombre de téléspectateurs. 10 millions, je crois. Oui. Et donc, il en a été touché. C'était la belle époque, hein. Et il vous a appelé pour vous remercier, je crois. Il a fait mieux que ça, parce que un mois après, je crois que je recevais les insignes des arts et lettres à TF1, et il est venu comme parrain. Voilà. En fait, Alain Delon, je ne connais pas plus fidèle. Il ne faut jamais signer un contrat avec lui. Quand il donne un accord, c'est sa parole. Oui, mais moi, je lui ai demandé juste de faire sa promotion en plus. Hein. Ouais. Mais lui, il a répondu ensuite en venant me remercier. Alors, le journal télévisé, pour vous, Jean-Claude Narcy, ça a commencé comme suppléant de Roger Giquel en 1975. J'étais pas son suppléant. Je travaillais, on était en même temps à l'antenne. Hein. Donc, lui était le leader. C'est comme dans une cabine de pilotage, et moi j'étais le commandant second, quoi. Voilà. Bah, on a travaillé pendant des années, ce fut un ami formidable. Oui, en même temps vous étiez très différents l'un de l'autre, parce que lui était toujours très sérieux, et vous beaucoup plus l'œil malicieux. Moi, je sais pas, vous avez vu mon œil malicieux, hein, franchement. Oui, non, mais à l'écran, il y a quand même une malice. Oui, mais parce que Roger était un garçon, un intellectuel. Vous savez, en fait, il a présenté le journal que pendant 5 ans. Oui. Ça veut dire que... Et c'est lui qui a choisi de partir. Il souffrait tellement dans l'écriture. C'était un garçon qui sortait de la presse écrite, d'ailleurs, hein, de la presse régionale, lui aussi. Hein. Je me souviens plus du journal. Il travaillait à Melun, de ce côté-là. Et donc, il était très, très sérieux. Et le jeu entre lui et moi, c'est que moi, je relisais ses textes et lui relisait les miens. En même temps, vous étiez complémentaires. Ah bah oui. Moi, j'étais là pour faire le reste de l'actualité. Lui, faut voir les lancements qu'il faisait, c'était des éditos. Hein. Oui, d'ailleurs, très travaillé. Hein. Le 18 février 1976, lorsqu'il lance La France a peur à la suite de l'enlèvement et de la mort de Philippe Bertrand par Patrick Henry, il fait un édito. Voilà, c'est resté dans l'histoire. Ça. Ah oui. Mais lui, il est resté beaucoup plus dans l'histoire que bon nombre de confrères ou moi-même par rapport à la télévision. Il est resté une légende. Et il n'a fait que 5 ans. Oui. C'est pas Zitrone qui a fait 20 ans ou 30 ans. Mais il y avait un côté grave et sérieux. Vous avez vécu ce moment de La France a peur ? Ah oui, bien sûr. Et nous, on vivait ensemble, là, je vous signale. Hein, je ne veux pas faire de confidence, mais nous avions des rapports familiaux avec nos épouses respectives. On sortait beaucoup ensemble.
Alors, ça s'est moins bien passé, je crois, quand on vous a fait faire un duo avec Françoise Kramer. Oui, alors, paix à ses cendres à Françoise. Un jour, le rédacteur en chef de la rédaction de TF1 se dit, bon, ça marche aux États-Unis, pourquoi on ne ferait pas une présentation en couple? Bon, il vient me proposer, je lui dis, pourquoi pas et donc, ils font 2 ou 3 couples, dont le mien avec Françoise Kramer. Le problème, c'est que ce garçon était d'une rigueur telle qu'il voulait, c'était à la ligne près, c'est-à-dire qu'on partageait les textes à la ligne près. Il ne fallait pas qu'il y en ait un qui ait un mot de plus. Donc, c'était une contrainte épouvantable. Et il y a un seul couple qui a vraiment survécu, parce qu'ils ont dit, nous, on ne marche pas comme ça, c'est Mourouzi avec Marie-Laure, au gris. Parce que Mourouzi, lui, a dit, bon, ben moi, je dirais bonjour et au revoir, et toi, à l'intérieur, tu feras ça. Ils se sont débrouillés, ils ont fait un couple d'enfer, quoi. Exactement. Et Mourouzi était très particulier. Il vous a dit un jour, il faut que tu deviennes une star. Il me l'a pas dit comme ça. Il m'a dit, si tu veux être une star, il faut que tu sortes tous les soirs avec moi. Ouais. Enfin, avec moi, avec ses amis, quoi. Oui, parce que lui, il sortait tous les soirs jusqu'à 7h du matin. Il adorait ça. Mais moi, j'avais une femme, et je lui disais toujours, moi, j'ai une femme et 2 enfants, mon vieux. Ouais. Lui, il sortait jusqu'à 7h du matin, et il arrivait au journal à midi moins le quart. Ouais, mais il avait du talent, donc tout ça. Alors, vous n'êtes pas sorti le soir, et vous avez été... Pas sorti le soir, attention. Pas avec Mourouzi. Pas nuit, hein. Non, pas avec les motos de Mourouzi dans les clubs très privés. Vous êtes resté joker, et ça vous a parfaitement convenu, Jean-Claude Narcy. Non, entre-temps, j'ai eu la présentation du 20h pendant quand même une dizaine d'années. Absolument. Mais ensuite, on m'a proposé un deal qui m'a plu beaucoup. Je savais que j'allais pouvoir m'épanouir encore un peu plus. On m'a dit, voilà, tu vas présenter les journaux, mais tu les feras pendant 3 mois pendant l'année, et le reste du temps, c'est toi qui présenteras les éditions spéciales, c'est-à-dire des émissions qui durent 2-3 heures, voire pour le passage à l'an 2000, 24 heures. Et ça, oui. Et je me suis jamais autant épanoui qu'en faisant les deux. C'est-à-dire, j'avais droit à mon sprint, qui était le journal télévisé de temps en temps, et j'étais sur la longueur, ensuite, avec les spéciales. Et vous avez dit un jour, Jean-Claude Narcy, le joker est une carte maîtresse. Bah c'est vrai, non, oui. Vous jouez aux cartes. Non, mais ceux qui connaissent le jeu de cartes, c'est une carte très importante, vous le sortez quand vous voulez, hein. Voilà, et ça vient d'un nom anglais qui était le bouffon au Moyen-Âge. C'est possible. Ben, j'ai dû être le bouffon de service. Mais vous avez bien bouffé grâce à la télévision. Alors, vous avez vécu, grâce à ça, tous les grands événements sur le mur de Berlin, la mort de François Mitterrand, les attentats contre Reagan. C'est-à-dire, j'ai marié beaucoup de gens et j'en ai enterré autant. Hein. Voilà, exactement. Pour être clair. Voilà. Mais ce sont des moments très difficiles. Il faut être sur le terrain en permanence. Non. Il y a beaucoup. Quand on fait une spéciale sur un personnage aussi important que ceux que vous venez de citer, il y a tout un boulot à faire en amont. C'est-à-dire qu'il faut lire, il faut avoir des références et tout. Et après, il suffit de se laisser porter par l'événement. Oui, mais en même temps, la moindre erreur à la télévision est fatale au présentateur. Bon, ça peut arriver, oui. Je pense que j'ai dû faire quelques erreurs. Non, mais même, ça se sent pas. C'est-à-dire que vous avez toujours travaillé, à l'inverse de beaucoup d'autres, pour éviter le moindre problème. Évidemment, parce que moi, je suis un autodidacte, je suis pas passé par les écoles de journalisme. Donc, j'ai dû travailler pendant des années 2 fois plus que les autres. Voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, on oublie ce travail pour faire du buzz, pour sortir une information, et peu importe la vérification. Non, ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah, on le voit moi, toujours. Écoutez, moi, je le vois avec, avec les présentateurs d'aujourd'hui, à TF1, singulièrement, Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot. Gilles. C'est des gens qui sont, mais d'une rigueur. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je les admire. J'étais beaucoup moins vigilant à l'époque. Faut dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ben voilà, justement. Eux, moi, je les admire. Je leur dis tout. J'ai le bureau à côté d'eux. Je leur dis, mais vous êtes formidables parce que ils arrivent à écrire leur journal alors qu'ils sont souvent perturbés par des gens qui viennent leur donner des informations plus ou moins vraies, quoi. Mais justement, je parle pas de TF1, la vigilance, c'est... Mais les réseaux sociaux qui lancent une information et font le démenti... On le fait écoutez, non, les réseaux sociaux, c'est pas une source d'information. Moi, à l'époque où j'ai fait les journaux, j'ai eu une chance par rapport à ces jeunes gens d'aujourd'hui, c'est que j'avais 3 sources d'information.
J'avais l'agence France-Fesse, il y avait Youpi et le troisième, peu importe. En tous les cas, on avait, on avait ces 3 sources d'information dont on était sûr. Donc il n'y avait pas de problème. Alors, vous avez aussi, je crois que vous êtes dans le livre des records, parce que vous avez présenté plus de 7000 journaux. Tout à fait. Moi, je pense que peut-être on l'a battu depuis, j'en sais rien. À l'époque, oui. C'est drôle d'entrer dans le livre des records, ça vous a fait plaisir? Oui, ça m'amusait surtout. Mais vous aviez compté le nombre de journaux ou pas du tout? Comment? Le nombre de journaux que vous avez présentés? Ah, bien sûr que oui, parce que la chance que j'ai eue, c'est de faire des journaux en Algérie, de faire des journaux à 13h, de faire des journaux à 20h et de faire des journaux à 23h. Évidemment, si vous calculez, j'ai presque fait un journal tous les jours, quoi. Voilà. Et vous avez fait d'autres choses. Et il y a une date importante dans votre vie. On va un peu remonter dans le temps. C'est le 14 juillet 1953. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Narcy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Narcy. Nous parlerons tout à l'heure du 6 juin, demain, le D-Day, les 80 ans du jour J. 14 juillet 1953, une date importante dans votre vie, car, d'après mes renseignements, vous défilez ce jour-là sur les Champs-Élysées. Alors bon, le mot important dans ma vie, non, mais c'est beaucoup. Mais c'est vrai que je venais de m'engager dans l'armée et je défilais avec mon école sur les Champs-Élysées. C'est la première fois donc que je participais un 14 juillet. Et quand on a 15 ou 16 ans, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Oui, alors il y avait, je crois, d'après mes images et mes archives, c'était Claude Darget qui faisait le commentaire. Sûrement. Et il y avait 4 minutes 56 pendant le journal télévisé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le direct. Bien sûr que non. C'est Zitrone qui est plus tard. Exactement. Vincent Auriol, le président de la République, était là, ainsi que René Pleven, ministre de la Défense, les polytechniciens et l'armée de l'air. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, ça n'a rien à voir avec le défilé d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus sobre. C'était beaucoup. Maintenant, c'est devenu un spectacle. Oui. Hein. C'est un spectacle au même titre que les Enfoirés, par exemple, ou un grand match de foot. Il y a 10 millions de téléspectateurs qui regardent aujourd'hui entre France 2 et TF1. Alors, il se trouve que le premier défilé en direct, c'est Léon Zitrone, effectivement, qui l'a commenté. On en a fait plusieurs. Oui, mais là, le premier, c'est 71, sous Georges Pompidou. C'est vrai. Alors, il se trouve. Vous êtes bien documenté, hein. J'ai essayé. J'essaie d'être un peu comme vous êtes un modèle. Alors, il se trouve aussi que vous n'imaginiez pas, quand vous êtes en 53 sur les Champs-Élysées, un jour, commenter les défilés. Non. C'est-à-dire que c'était pas possible d'imaginer ça. Non. La seule chose que j'avais vue en direct, c'était, je crois que c'était le mariage de la reine Elisabeth. Commenté par Jacques Salbert, oui. Exactement. Et qui avait fait vendre 5000 postes de télévision par jour. Et moi, dans mon école, chez les frères des écoles chrétiennes, à Tours, on nous a projeté ça et c'était assez formidable. Alors, Léon Zitrone, à l'époque, en 71, commence à présenter le 14 juillet. Il avait toujours ses fiches qu'il préparait de façon extraordinaire. Mais il m'a appris à les faire. Il vous a appris? Mais moi, c'était un grand copain, un grand ami. Et quand il a appris que c'est moi qui prenais la succession, il m'a dit « Je vais te montrer comment on remplit les fiches ». Et donc, on a passé des heures ensemble. Et il n'avait pas que des amis. Claude Darget le détestait. Et chaque fois que Zitrone apparaissait, il y avait le chien de Claude Darget qui arrivait. Et Darget disait à son chien « Fais Zitrone ». Et le chien se couchait. Et Zitrone était fou. C'est méchant, hein. C'est méchant, mais c'était aussi... mais c'était l'humour de Darget. Hein. Voilà. Alors, finalement, comment vous arrivez à la présentation du 14 juillet? Parce que c'est un univers que vous connaissez bien, l'armée, à l'époque. Moi, l'armée, d'abord, ça m'a toujours passionné. J'aime l'institution, j'aime ce qu'elle représente. Et donc, quand Étienne Moujotte m'a confié la présentation du 14 juillet, conjointement d'ailleurs avec Charles Villeneuve, on n'avait pas encore l'autorisation de le faire. Et le ministre de l'époque... Qui était François Léotard. Oui, François Léotard était un de nos amis. Et il nous invite à déjeuner. Il venait d'être nommé ministre de la Défense après avoir été ministre de la Culture. Oui. Et on lui dit, mais pourquoi on n'a pas le 14 juillet? Pourquoi on n'a pas le défilé? Oui, parce que c'était France 2. C'était le service public. Oui. Et on lui dit, c'est pas normal. On fait plus de téléspectateurs que France 2, c'est pas normal. Et il nous accorde le fait que, conjointement, nous présentions ensemble le 14 juillet. C'est-à-dire qu'il y a une fois année sur deux,
ça continue encore, ça perdure. Une année sur deux, la responsabilité de la captation du spectacle, entre guillemets, qui est le 14 juillet, est confiée à l'une ou l'autre chaîne. Oui, car ça, c'est aussi le travail d'acteur que vous avez appris dans vos jeunes années. Vous avez fait, Jean-Claude Narcy, avec Charles Villeneuve, du 14 juillet, un spectacle. Oui, mais les militaires aussi, on n'a pas eu beaucoup les bousculer. Hein. C'est les militaires, quand ça fait des shows, les militaires. Regardez la garde républicaine, c'est quand même des gens qui ont le sens du show. Regardez l'armée britannique. Donc, eux, ils n'ont pas été difficiles à convaincre. Oui, mais il a fallu convaincre leurs supérieurs, parfois. Non, on a beaucoup travaillé avec les différents gouverneurs. Alors, évidemment, nous, on a apporté beaucoup plus de technique aussi. Hein. On mettait des caméras, dès le début, dans les chars, dans les avions, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, Léon, il était devant un défilé classique, et puis il faisait son commentaire avec le talent qu'on lui connaît, n'est-ce pas? Bon, il était unique, hein. Et nous, on a considéré que fallait que ça soit aussi une prouesse technique. Donc on a mis des journalistes dans des avions, dans des bateaux, et c'est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Et ça s'améliore toujours, parce que mes petits camarades qui présentent le 14 juillet sont formidables. Hein. Oui, et alors il y a des moments aussi qui ont marqué ces 14 juillet et qui vous ont ému. Je crois qu'il y a l'année où Bachar el-Assad, Ben Ali et Moubarak étaient à Paris pour l'Union de la Méditerranée. Et ce jour-là, il y a eu un événement. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes qui lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pendant le 14 juillet. Ça, je peux vous dire que c'est un moment d'émotion intense. Moi, il y a 2 grands moments qui m'ont marqué. C'est l'attentat contre Jacques Chirac, parce que c'était quand même un événement considérable, et Cadmerade récitant les droits de l'homme. Je peux vous dire que ça valait son pesant de cacahuètes, hein, devant tous ces tyrans là qui étaient invités. Mais moi, j'admire Cadmerade, mais alors là, c'était à pleurer. Ouais, c'est une idée qu'il avait accepté tout de suite, cette idée. D'abord, on n'avait pas décidé. Hein. Oui. C'est le chef de l'État qui décidait. Mais c'était incroyable. Et la Déclaration des droits de l'homme, qui a été débattue à partir du 17 août 1789, qui a été votée le 26, au départ, il y a quand même des choses qui ont été prises sur d'autres auteurs. Talleyrand, Lafayette ont inspiré des thèmes, et aussi Jean-Jacques Rousseau, avec ses textes, a inspiré cette Déclaration des droits de l'homme. Et on ne le sait pas assez aujourd'hui, peut-être on oublie un peu ces créateurs. J'espère que pendant leurs études, les jeunes vont apprendre. Alors, l'attentat contre Chirac, justement, en 2002, je crois en 2002, on tire sur lui. Et oui, il est avec le général Kelch, qui est le gouverneur, pas le gouverneur, qui est le chef d'état-major des armées. Ils sont sur leur command car. Nous, on est en tribune, on est très loin. Ils sont à l'Étoile. Nous, on est quand même en bas. Donc, on ne sait pas tout de suite ce qui se passe. On a entendu un coup de feu. Pas nous. Oui. Le général Kelch, lui, entendu. Autant vous dire que le soldat Chirac, lui, il n'a pas bronché. Hein. Il n'a pas bronché. Il a fallu lui raconter que Kelch lui dise après, il n'a pas bronché. Celui qui a tiré sur lui, quoi. Avec un fusil. Il ne voulait pas lui bien. Ah bah oui. Il s'est fait, coincé par les gens autour de lui, par des anonymes. Oui. Il voulait se suicider, hein, tout de suite après. Et donc, ils l'ont empêché de se suicider et il a été arrêté. Et il a fallu faire l'interview du chef de l'État ensuite. Oui, mais ça, c'était pas un problème. Le problème, c'est que vous êtes quand vous avez le chef de l'État qui se fait tirer dessus à l'Étoile et que vous êtes à la Concorde, vous savez, les informations vous viennent par l'oreillette et tout. Vous n'assistez pas au truc vraiment. Alors ensuite, il y a eu un autre moment important, et vous avez été très surpris lorsque Donald Trump a découvert le 14 juillet. Oui, c'est plutôt lui qui a été... C'est pas moi qui ai été surpris, c'est lui. Hein. Ah, il ne s'attendait pas à ça. Il n'en pouvait plus, lui. Ah bon? Ah ben non, il a voulu, quand il est rentré aux États-Unis, il a voulu faire la même chose. L'administration américaine n'a pas cédé, parce que ça lui coûtait trop cher. Donc tout le monde était vent debout contre, parce que l'armée française, ça coûte déjà très cher. Mais là-bas, je vous raconte pas un défilé de l'armée américaine devant le Pentagone, ça fait du bruit et ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, il a dû réduire ses ambitions à un seul défilé aérien. Voilà. Justement, les défilés aériens, vous avez vécu l'époque Tanguy à la Verdure et l'époque Top Gun, Jean-Claude Narcy. Oui. Ça n'a rien à voir. Ah non, non. Tanguy et la Verdure, c'était au début. Bon, maintenant, c'est quand même Top Gun quand vous voyez le survol. Un des plans les
préféré, je crois, des téléspectateurs, c'est quand les avions passent au-dessus de Paris. C'est-à-dire, c'est un plan qui n'est pas sur la traversée des Champs-Élysées, mais quand ils ont passé les Champs-Élysées et qu'ils vont sur Notre-Dame, tout ça, c'est un plan formidable. Oui, en même temps, Tanguy la Verdure, il y a eu quand même un incident assez fort. Il tournait le feuilleton pour la télévision, Les Chevaliers du Ciel, et en pleine nuit, avec l'accord de l'Élysée, il y a un avion fantôme qui a survolé les Champs-Élysées. Il y a eu des plaintes à n'en plus finir. Les téléphones des commissariats ont explosé pratiquement. Alors, il se trouve aussi que votre premier défilé d'après mes renseignements que vous présentez, c'est en 94. Oui. Et il y a des soldats allemands du corps européen sur les Champs-Élysées. Oui, bien sûr, c'était l'époque. François Mitterrand qui monte dans une Jeep. C'était l'époque où l'on parlait sérieusement d'une armée européenne. Oui. On en parle toujours, mais c'est l'Arlésienne. Exactement. Mais Mitterrand montant dans une Jeep, et c'était aussi tout à fait nouveau. Ça, oui. Venant de Mitterrand, oui. C'était bluffant. Mais ça vous étiez au courant de tout ça? Pas du tout. Non, c'était oui, il y a des surprises. C'est le grand ordonnateur, celui qui décide de tout pour le 14 juillet, c'est le président de la République. C'est lui qui, comme on dit dans notre jargon journalistique, décide de la ligne éditoriale. Après quoi, c'est le gouverneur militaire de Paris qui, lui, met en musique. C'est le réalisateur, c'est le metteur en scène. C'était Michel Guignon à l'époque. Oui. Superbe, que je salue s'il nous regarde, Michel Guignon, légionnaire, qui était le, comment dire, il était le gouverneur militaire de Paris. Je peux vous dire que les répétitions 2 jours avant, je l'ai vu, moi, dire aux gens de Polytechnique, il faisait 40 degrés à Versailles, quand il répétait les gars, il a fait sortir toutes les autres troupes pour aller se reposer et il a fait redéfiler les gars de Polytechnique qui n'étaient pas très heureux. Hein. C'était un vrai chef, lui. Il se trouve aussi que grâce à vous et grâce à Charles Villeneuve, le défilé du 14 juillet qui avait 2 millions de spectateurs est passé à l'égal des Enfoirés. Ben oui, mais parce que c'est l'addition. Encore une fois, c'est comme ça qu'on a vendu le projet. C'est l'addition, par exemple, l'année dernière, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray ont fait 10 millions avec les gens de la 2 et maintenant avec les télévisions périphériques et les télévisions privées. Et puis il y a eu un moment très fort aussi, et c'est vous qui en êtes à l'origine, c'est que la garde républicaine fait désormais son quadrille devant la tribune présidentielle. Ah, ils le font pas souvent. Hein. Ouais, mais c'est grâce à vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je me suis plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir vu ce quadrille devant le chef de l'État. C'est un magnifique, exercice. C'est un ballet avec les chevaux qui se croisent, tout ça, les musiciens, tout. C'est magnifique. Et je demandais toujours, et on me répondait toujours, non, tu n'y penses pas, avec le crottin de cheval, et derrière, l'école polytechnique qui va marcher dans le crottin, c'est pas possible. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai rien fait. Le gouverneur, le général Darry, d'ailleurs, légionnaire lui aussi, a trouvé un système, c'est-à-dire qu'on a mis une sorte de bande très fine, comme un petit bitume très fin, et une fois que les militaires, que les chevaux avaient fait leur cirque, là, si j'ose dire, on enlevait ça et les écoles pouvaient défiler. Et puis il y a eu aussi un défilé en 2006, c'est les 36 chars Leclerc qui ont d'ailleurs arraché les pavés de Vendée. La mairie de Paris, je crois que c'était Baupin qui n'était pas content. À l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que c'est lourd, hein, Charles Leclerc, il y en avait 40, je crois. Oui, 36. Bon, 36 oui. Vous vous rendez compte? Et sur les Champs-Élysées, c'est des tout petits pavés. Hein. Et alors, après? C'est la mairie de Paris qui a dû payer après, qui s'est retournée, je crois, contre l'État, je sais pas suivi. Hein. Vous, votre travail, c'était uniquement de préparer le défilé, et après vous défilez. Oui, non, on se mêle pas de réparer les bêtises des autres. Exactement. Alors, ça, c'était le 14 juillet, et puis il y a le 6 juin. Oui. On l'évoque à travers cette date de demain, le 6 juin 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Narcy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Narcy. On a évoqué votre parcours de journaliste, de joker, de présentateur du 20h, de commentateur du 14 juillet. Et demain, 6 juin 2024, les 80 ans du jour J. Et là encore, c'est un sujet qui vous concerne parce que le débarquement fait aussi partie des sujets que vous avez traités à la télévision. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai présenté les anniversaires depuis le 50e jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est mes petits camarades qui le font et moi, je suis devenu reporter sur le terrain et je suis très content d'y participer. Donc, je serai avec Marie-Sophie Lacaro
à Sainte-Mère-Église. Et Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray seront en studio à Paris. Voilà. Comment c'était au départ votre arrivée sur les commentateurs du 8 juin ? C'était le 50e anniversaire qui était un moment important quand même. 50e anniversaire, c'est pas rien. Comme le 80e là. Hein. Je sais pas ce que ce sera ensuite. Mais en tous les cas, ce sont des dates, des décennies qui sont très marquantes. C'était dans le droit fil de ce que je faisais le 14 juillet, quoi. Voilà, bon. Alors, il se trouve que cette fois-ci, il y a des historiens qui seront là. Oui, moi j'en avais aussi beaucoup à l'époque. Hein. J'avais l'amiral de Gaulle à ma gauche et à ma droite, Alain Decaux, quand même. Oui. Bon. Et Salinger qui représentait les Américains. C'était quand même un casting prestigieux. On a du mal à placer un mot dans ces cas-là. Ah, pas du tout. Pas du tout. Contrairement à ce que les gens pensent, ils attendent qu'on leur pose des questions et ils s'immiscent pas dans vos commentaires. Et à l'époque, il y avait encore des témoins vivants que vous rencontriez. Ah oui, il y en avait beaucoup. Oui, pour le 50e, évidemment. Et c'est le moment le plus émouvant, d'ailleurs, hein, dans une cérémonie comme celle-ci, c'est de voir le défilé des petites voitures avec les anciens combattants dedans. Ça, c'est éprouvant, même. Les survivants sont rares, hélas, aujourd'hui. Oui. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Jean-Paul Rouland, pionnier de la télévision. Oui, que je connais, que j'ai bien connu. Voilà, qui vit encore aujourd'hui à Paris, près de Paris, et qui avait 7 ans quand il était pendant la guerre, juste à côté du débarquement. Il était en Normandie. Il était en Normandie avec ses parents, et il a rien su de le 6 Bien juin. sûr. Personne n'a rien su. Bien sûr. Mais le lendemain, il a vu les voitures arriver, les jeeps arriver, Bien il sûr. a compris qu'il se passait quelque chose. Bien sûr. Mais moi, d'ailleurs, dans les invités que j'aurai à Sainte-Mère-Église, ce sont les petits-enfants qui vont venir me raconter l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. Puis il y a des moments très forts. Il y a effectivement Sainte-Mère-l'Église, c'est un lieu mythique pour le débarquement. Ah oui. Et puis alors, ils sont formidables parce qu'ils organisent, avec les reconstituteurs, ils organisent des rendez-vous. On voit les jeeps, les camions américains. Où on croise d'ailleurs ces vétérans. J'ai eu rendez-vous il y a 48 heures déjà avec des anciens combattants américains qui sont venus. Il y en a un qui est venu avec une photo d'une jeune femme qu'il a connue en France, qui recherche depuis, vous vous rendez compte, depuis 44, le gars, quand même. Il est venu avec sa photo géante. Alors, il a une photo de cette jeune femme, et de l'autre côté, là, la photo de son épouse. C'est drôle, ça. Oui. Oui. Mais d'ailleurs, les parents de Gene Manson se sont rencontrés après le débarquement. Le Je ne savais soldat, pas. c'était un soldat qui a fait le débarquement et qui a rencontré sa future femme et leur fille. Ça a été Gene Manson. Sainte-Mère-l'Église aussi, c'est célèbre par le parachutiste. Oui. Et je crois que sur Qui n'est pas du bon côté. Exactement, l'image est à l'envers. Oui. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il faudra que je lui demande demain. Et Pas lui, mais... La légende dit qu'il y aurait eu un second parachutiste qui serait arrivé à Sainte-Mère-l'Église, mais qu'on n'aurait pas eu de nouvelles. Moi, je ne connais pas cette légende. Ce que j'ai vécu, en revanche, c'est un largage de parachutistes au-dessus de mon studio à Sainte-Mère. Et un vétéran, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, c'était au 50e ou 60e anniversaire, s'est mis en torche. C'était un des moments hyper impressionnants. Le gars, il avait 80 ans. Et il saute encore en parachute et il se met en torche. Et ça s'est très bien passé, il a quand même atterri. Ça, c'est effectivement, c'est très fort. Oui. Mais le jour J, le D-Day, parce qu'il y a aussi un documentaire sur TF1, ça reste un des moments les plus secrets de l'histoire. Et ça a été préparé dans le plus grand secret. Ça a été un moment, heureusement qu'il était secret, parce que ça ne serait jamais passé. C'est le plus grand débarquement de l'histoire de l'humanité. Il fallait bien qu'on cache certaines choses. Malheureusement, je pense que le général de Gaulle n'a pas toujours apprécié. Je crois qu'on lui cache des trucs, d'ailleurs, dans cette affaire. Oui, il a appris le débarquement l'avant-veille, je crois. Et il en a beaucoup voulu à Churchill. Hein. Oui, et il voulait même pas aller à la radio le 6 juin, il a fallu le pousser. Mais je vous rappelle quand même que le général de Gaulle n'avait pas allé aux anniversaires du débarquement de Normandie. Il est allé aux anniversaires du débarquement de Provence, c'est-à-dire... un débarquement français. Il se trouve que celui qui a mené tout ça, c'était le général Eisenhower, qui a été nommé pour ça. Oui. Et je crois que ça a été des mois de préparation, et il y a eu des opérations, donc qui sont devenues des films, comme l'opération Fortitude et où on envoie des signaux aux Allemands pour leur faire croire qu'on va ailleurs, qu'on débarque ailleurs. Ça, c'est normal, ça. Oui, et dans toutes les guerres, il y a eu ça. Même les guerres napoléoniennes, ça existait, hein. Oui, mais à la radio aussi, secret absolu. À Radio Londres, on ne pouvait pas parler du jour J. Non.
Et Bien sûr que oui. Maurice Schumann, Oui. qui était le représentant du général de Gaulle, faisait une chronique tous les soirs. Oui. Il est parti sur le front et il a enregistré des chroniques d'avance de façon à ce qu'on ne se rende pas compte qu'il n'était plus à l'antenne. C'est sûr. Ça aurait été un signe. Mais oui, c'était tellement important. Et puis il y a un film, bien sûr, qui résume toute cette époque. Nous irons au cœur du monde par la poudre et le canon. Le jour le plus long avec Dalida. Ce film a marqué aussi une période. Plusieurs générations. Je ne sais pas si aujourd'hui on le ressortait, ce que ça donnerait, mais c'est vrai que moi, même ma génération, on l'a vu plusieurs fois, ce film. Et au départ, c'est Brigitte Bardot et Marina Vladi qui avaient été pressenties pour jouer le rôle de Jeanne Boitard, la jeune résistante, mais elle considérait le rôle trop court. Et Bardot ne l'a pas fait, et c'est la maîtresse de Daryl Zanuck, Irina Demick, qui a joué ce rôle. C'est dommage parce que il y a beaucoup de grandes stars internationales qui ont tourné dans ce film des séquences très courtes. Oui. Je veux dire. Elle n'a pas voulu. C'est regrettable pour elle parce que ça s'inscrit dans l'histoire du cinéma français quand même. Ce qui a marqué aussi le jour J, ce sont les réseaux de résistance, car vous avez rencontré des résistants. En Bretagne. En Bretagne, oui. Ça commence en Bretagne, c'est d'ailleurs ce qui se passe le 5 juin là en Bretagne, c'est à la gloire des résistants. C'est-à-dire que les premiers parachutas se sont passés en Bretagne. Et donc ensuite, le lendemain, le 6, à Sainte-Mère-Église et en Normandie. Et en fait, les premiers à sauter à minuit, c'est des parachutistes pour sécuriser les heures qui vont suivre. Bien sûr. Il y a un groupe qui s'appelle le Titanic avec 3 hommes qui sautent dans Halifax au-dessus du Cotentin, dans un champ à 8 km de Saint-Lô. Oui, vous en savez plus que moi presque. Et le lieutenant Harry Poole est le premier homme à s'élancer au-dessus de la Normandie à cette époque-là. Oui. C'est étonnant. Mais la veille, en Bretagne, il y avait déjà eu des paras qui avaient sauté. Voilà. Mais en même temps, les Allemands... Comment ? Les Allemands se doutaient de quelque chose. D'ailleurs, Rommel avait prévenu Hitler, mais personne n'y croyait. Non, mais c'est comme ça qu'ils ont été battus d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont débarqué, lorsque le jour J a éclaté, lorsque les troupes sont arrivées sur la plage, on n'a pas réveillé Hitler. Non. C'est étonnant. Comme je veux dire, il y avait une sorte de silence radio autour de cette opération, c'est normal qu'il n'ait pas été prévenu. Et le jour J, quand on voit les images, je crois qu'il avait été retardé de 24 heures pour des conditions météo. Déjà, la météo, le jour J, elle n'était pas brillante. Quand on les voit sauter sur la plage, là, il fait pas beau. Et je crois en plus que le vent, il y a eu une erreur. Et les premières vagues d'assaut ont été déportées de 1800 mètres parce qu'il y avait une tempête qui n'était pas prévue. Je pense que vous allez venir commenter avec moi le 6 juin. Non, mais en plus, c'est un avantage parce que, en fait, c'était un endroit qui n'était pas surveillé par les Allemands, donc le débarquement a été beaucoup plus facile que prévu. Alors, quand on a de telles responsabilités, là aussi, il y a un moment d'émotion lorsqu'on retrouve ces résistants, ces anciens combattants. Qu'est-ce qu'on ressent ? Mais les anciens combattants, c'est comme si c'était vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères, vous les voyez. Ils sont fatigués quand même, ils sont pas... Moi, j'en ai retrouvé 3 ou 4 dont je me sers, entre guillemets, dans l'émission, mais c'est vrai qu'il en reste plus beaucoup. Donc c'est d'autant plus émouvant. Par exemple, l'amiral de Gaulle va beaucoup me manquer, je reconnais, il est mort cette année, lui va beaucoup me manquer. Moi, je me souviens de lui quand il me parlait de cette époque, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il racontait ? Il racontait tel qu'il l'avait vécu, son vécu. Il était voilà. On n'entrait pas dans les détails politico-machin avec le général de Gaulle, Churchill, Eisenhower, le président américain. Mais lui, c'était un soldat. Il était, je sais plus, capitaine de vaisseau. Il avait une mémoire extraordinaire et il ressemblait physiquement à son père. Écoutez, la première fois que je me suis retrouvé devant lui, j'ai flippé. Ma première interview quand je suis rentré d'Algérie, c'était le général de Gaulle. C'était au Salon du Bourget. Ah bon ? Ouais, il y avait le Salon du Bourget où il y avait le lancement de Concorde, je sais pas quoi. Bon, quand je suis rentré, c'était donc, que je me trompe pas de date, c'était en 74. Ouais, c'est ça, 74. Et la première personne que je... Non, 74, c'est 54, parce que De Gaulle était mort en 74. Non, 64, pardon, ouais. Excusez-moi, 64. C'est quand je suis rentré d'Algérie, je suis rentré en 62 comme tout le monde. Donc en 64, je me retrouve, j'ai la photo d'ailleurs, avec le général de Gaulle et le micro à la main. Je peux vous dire que là, j'ai flippé.
c'était l'idole absolue pour moi. Et alors justement, l'armée, ça vous a rapporté deux choses. Il y a deux titres dont vous êtes fiers. C'est colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air française et légionnaire d'honneur. Ouais, légionnaire d'honneur, c'est formidable, c'est mon attachement à la Légion. Et puis, pour le reste, bon, je participe avec quelques amis à des œuvres pour les soldats blessés, j'aime beaucoup ça. Avec El Kabash, on leur avait d'ailleurs fait, on leur a construit on a refabriqué, un début de bibliothèque pour eux, aux invalides, des choses comme ça. Moi, j'aime bien ça. Alors, ce qui je est continue à les voir, donc. Et surtout, vous continuez à travailler. Aujourd'hui, vous aidez ceux qui ne savent pas parler. Vous êtes ce qu'on appelle coach, qui est un métier assez nouveau, Jean-Claude Narcy. Bon, c'est pas un métier nouveau, ça s'appelle la transmission du savoir. Oui. Hein, bon. Mais vous le faites avec bonheur à des gens qui ont besoin de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, j'aime ça, non? Oui, mais bon, vous avez atteint et dépassé l'âge de la retraite et vous continuez. Avec passion, vous êtes toujours à TF1. Mais attendez, parce qu'ils me supportent encore, je les remercie encore 1000 fois. Mais en même temps, c'est le secret de votre éternelle Parce jeunesse. que, non, mais l'idée, dans le groupe Bouygues, le groupe TF1, c'est la transmission. Ça veut dire qu'on mélange tous les âges pour que chacun puisse profiter des connaissances de l'autre. Et ça, je reconnais que à TF1 aujourd'hui, en singulièrement à la rédaction avec Thierry Thuillier, ça se passe très bien. On a des jeunes gens qui ont 25 ans, d'autres 30 et moi beaucoup plus. Mais quel est le secret de votre éternelle jeunesse, Jean-Claude Narcy? D'abord, je n'ai pas d'éternelle jeunesse, ça se saurait. Je cours beaucoup. Je ne sais pas après quoi, je sais vers où je vais, comme tout le monde. Tous les jours, vous courez? Tous les jours. Je fais 10 km tous les matins. Oui. Ouais. Je cours de moins en moins vite, je vous rassure. Oui, mais en même temps, vous avez cette passion. Vous n'imaginiez pas, quand vous avez débuté, aujourd'hui, continuer. C'est-à-dire que si, je peux vous dire que je suis addict à la course à pied. Mais donc je vais tous les matins à Notre-Dame. Oui, mais à la télévision, vous ne pensiez pas aujourd'hui, alors que... Ah non, mais encore une fois, c'est grâce à la culture d'entreprise qu'on a à TF1 et dans le groupe Bouygues que je suis encore là. Et grâce à votre propre culture, parce que vous avez emmagasiné beaucoup de choses. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont emmagasiné beaucoup de choses, mais quelquefois on les laisse rentrer à la maison et partir à la retraite. Hein. Oui, mais vous avez en plus une mémoire fabuleuse, vous vous souvenez de tout. J'essaie de l'avoir. Comment on fait? En lisant beaucoup et en travaillant tous les jours. Vous n'arrêtez pas de travailler? Non. Le jour où j'arrêterai, vous viendrez au cimetière. Oui, je pense qu'il ne faut jamais arrêter. Et vous pensiez faire ce parcours lorsque vous avez débuté? Non, j'avais comme je vous l'ai dit, j'avais une soif de vivre des choses. Quand vous quittez votre Touraine natale pour aller voir les murs d'Alger avec le soleil éclatant, les jolies filles bronzées, ça, c'est l'aventure. Moi, je me suis engagé pour l'aventure dans l'armée. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Vous pouviez vivre quoi comme aventure? Ouais, l'aventure continue. Moi, je souhaite qu'elle continue longtemps et que chaque fois qu'il y a un 6 juin au 14 juillet, je vous accueille dans les Clés d'une vie. Merci, cher Jacques, de votre accueil. Merci, Jean-Claude Narcy. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt à l'écoute de Sud Radio.